Il est incroyable que la perspective d'avoir un biographe n'ait jamais fait renoncer personne à avoir une vie. Cette forte pensée du moraliste Émile Cioran devrait faire réfléchir quiconque s'apprête à devenir ce qu'il est. Et nul doute qu'ils y avaient pensé avant de s'élancer dans la vie, les romanciers Philip Roth, le nouvelliste Stefan Zweig, l'intellectuelle Susan Sontag et et Barbara, bien sûr, la chanteuse Barbara, et puis Teddy. Vous allez me dire, mais qui est Teddy? Teddy, c'est l'ourson. Vous ne connaissez pas? Vous allez faire connaissance. Pour parler de ces personnages avec nous, Acadème reçoit dans l'émission des 5 livres aujourd'hui Josiane Savigno, longtemps responsable du Monde des livres, critique littéraire, biographe de Marguerite Yourcenar et de Carson McCullers, collaboratrice de RCJ et de l'Arche, et donc amie de Philip Roth et l'une des meilleures expertes françaises de son œuvre. À ses côtés, Alan Weiss, écrivain et photographe new-yorkais, passionné par des domaines aussi divers que le théâtre d'avant-garde, l'histoire de l'art, les marionnettes, les poupées et beaucoup d'autres choses, et qui est professeur à New York University. Et puis l'éditeur Jean-Daniel Belfond, fondateur et animateur des éditions de l'Archipel, excellent connaisseur de la chanson française et notamment de Barbara. On va commencer avec ce très gros livre, cette très grosse biographie. Il y a beaucoup de choses dedans, c'est très très riche. Donc c'est Blake Bailey qui a publié ce livre en 2021. Alors, donc vous l'avez lu, votre première impression? J'ai lu avec plaisir, évidemment, parce que quand on s'intéresse à Philippe Roth, on plonge là-dedans, il y a beaucoup de détails, mais j'ai trouvé que ça avait quand même les défauts de ses qualités. Alors, on commence par les qualités. Alors, les qualités, c'est qu'on apprend beaucoup de choses, on voit très bien ses années de formation, on comprend des choses sur ses rapports avec ses parents, qu'on peut croiser avec ce qu'il en a dit dans son œuvre. Ensuite, on voit ses débuts en littérature, à la fois le succès tout de suite avec Goodbye Columbus et cette malencontreuse histoire de la nouvelle qui est publiée dans le New Yorker qui suscite une campagne de désabonnement et qui fait que des rabbins disent qu'au Moyen-Âge, on savait comment traiter ces gens-là. Et puis après, on voit beaucoup de choses de sa vie d'homme, comme il a écrit dans ce livre qui s'appelle Ma vie d'homme, notamment ce mariage désastreux avec sa première femme qui a nourri ce livre que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Ma vie d'homme, et puis la montée vers la gloire, et en même temps les histoires avec les femmes qui sont pas toujours très très réussies. Donc on lit tout ça avec passion, quoi. Mais on apprend des choses. On apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses. Même si on le connaît bien. Oui, pas trop quand même, je trouve. Bon, mais vous c'est spécial. Les auditeurs et les lecteurs apprennent beaucoup de choses. Disons que si on connaît bien l'œuvre de Roth, sans le connaître lui-même, on apprend beaucoup de choses, beaucoup de choses. Alors le côté négatif. Alors le côté négatif, c'est que malgré ce qu'a dit Rana Levy, qui dirige la collection biographie chez Gallimard à Télérama, c'est une biographie autorisée. C'est-à-dire que Roth, qui avait répudié 2 biographes déjà, en a choisi un 3e, qui s'est venu se proposer d'ailleurs. Il est venu se proposer, et quand même, Roth a eu une espèce de retrait. D'abord, il lui a dit, mais pourquoi vous qui n'êtes pas juif, vous intéressez-vous à moi? Il a même été plus loin, il dit comment un goy de l'Oklahoma peut-il s'intéresser à quelqu'un comme moi? Et donc, l'autre lui a dit, j'ai fait une biographie de John Cheever et je suis ni gay ni alcoolique. Et moi, je trouve que Roth aurait dû lui répondre que être juif, c'est pas la même chose que être gay et alcoolique, parce que moi, je lui ai beaucoup reproché d'avoir pris un biographe non juif. Mais ça, c'est toute une autre histoire. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a des choses qu'il ne peut pas comprendre. Il faut être juif pour comprendre Philip Roth? Non, j'espère que non, parce que je le suis pas. Oui, c'est pour ça. Mais je pense, je parle de sa vie, des choses qui l'ont motivé. Ses rapports avec ses parents? Ouais, je trouve il aurait pu aller plus loin. Mais c'est pas le principal que je reproche à ce livre. C'est une biographie autorisée, donc Roth a un peu, comme il me disait de temps en temps, je travaille pour mon biographe. Donc il a fourni beaucoup de documents et il a un peu dicté sa loi. Par exemple, prenons juste le cahier photo. Dans le cahier photo, il n'y a aucune photo de Claire Bloom.
Il a passé 19 ans de sa vie avec Claire Bloom. Oui, mais enfin, ça a été tellement violent, cette séparation. Mais le type, il est tellement violent, mais il fait une biographie. Il fait pas, c'est pas son problème. Il fait pas c'est pas son problème. Alors, il met en épigraphe ce que Philip Roth l'avait écrit, à savoir, je ne veux pas que vous me réhabilitiez, rendez-moi intéressant, c'est tout ce que je vous demande. Mais il est intéressant. Mais il est intéressant. Mais il était intéressant de toute façon. Oui. Il était intéressant de toute façon. C'est-à-dire que, en fait, Roth voulait maîtriser tout ce qui le concernait. Ah, incroyablement. Il avait fait la liste des gens qui étaient autorisés à venir au memorial qu'il y avait à la New York Public Library. Il avait fait la liste. Il m'avait dit, je fais la liste. Tous les gens qui, en me disant, t'inquiète pas, t'es dessus. Alors bon, c'était sympathique pour moi. Dites ce qu'est les mémorials en espèces. Ben, c'était une séance à la New York Public Library où des gens sont venus rendre hommage à Philip Roth, mais il avait fait la liste de gens qui pouvaient assister, pas seulement la liste des gens qui pouvaient parler. On sent tout de même un grand ressentiment de sa part de ne pas avoir eu le prix Nobel de littérature. On voit qu'il prend la parole lorsqu'il se fait remettre une récompense locale près de chez lui, et il dit aux villageois, vous êtes mon prix Nobel de littérature. Oui, mais c'est ça que j'aime pas dans cette biographie, c'est que c'est pas vrai, ça le faisait rire, et puis il savait qu'il en aurait eu envie pour l'argent. Mais je lui dis, quand même, il a reçu tous les prix qu'on peut recevoir. Enfin, ce qui est curieux, c'est, je l'ai vu à l'occasion du Nobel d'Annie Ernaux, c'est que, y compris les gens qui ont critiqué Annie Ernaux pour avoir eu ce Nobel, ont une croyance frénétique dans ce prix qui s'est trompé sur tout depuis le début. Pas surtout. Mais ni Joyce, ni Proust. Non mais Proust, il risquait pas puisque l'œuvre n'était pas publiée quand il est mort. C'est pas une récompense à titre posthume. Mais Joyce, il était pas mort. Non, mais vous pouvez ajouter ni Kafka, mais Kafka non plus. Et Kafka non plus, c'était pas son œuvre n'était pas publiée. Et Thomas Bernard, il était publié. Ah ben il y en a d'autres. Ouais, plein. Ni Kundera. Oui, moi je crois qu'ils se sont trompés sur beaucoup de gens. Donc. Est-ce qu'ils se sont trompés sur Annie Ernaux? Écoutez, on va pas avoir ce débat ici. Non, mais vous pouvez répondre. Je crois qu'ils se trompent tout le temps, alors donc. D'accord. Enfin, c'est ça les jurys. Alors, on a parlé de la biographie, mais parlons de Philip Roth, que vous admirez en tout cas comme écrivain. Ben oui. Comme romancier. Et comme personne. Et comme personne. Vous avez aussi. des liens amicaux. Personne aussi. Bon, la puissance créatrice, la vis comica, l'énergie, l'intelligence, je pense que même ses adversaires en conviennent. J'ai essayé, en le lisant, de pointer à la fois les qualités et les défauts qu'on lui trouvait en général. Donc, dans les qualités, la générosité, l'humour, l'attention aux autres, la vulnérabilité, et puis dans les défauts, alors cruel, pervers, égoïste. Pervers, je trouve pas. Non. Cruel, sans doute, oui, sans doute. Oui, cruel, oui, non. Il balançait quand même beaucoup. Oui, il m'a balancé des trucs pas mal. Ah oui. Mais ça me faisait rire. Oui, d'accord. Enfin, je peux pas les dire ici parce que ce serait. Oui, d'accord, mais rire aux dépens des autres. Égoïste, misogyne. Oui, il m'a balancé des trucs à moi, pas aux dépens des autres. Oui, donc misogyne. Mais ça, j'y crois pas du tout. On l'a beaucoup dit. C'est pas parce qu'on a des mauvais rapports avec certaines femmes qu'on est totalement misogyne. La preuve, il m'aimait bien. Oui, d'accord. Manipulateur. Je sais pas. Autodestructeur. Non. Obsédé sexuel. Bon, vous l'aimez beaucoup, hein. Macho. Macho. Oui. Macho. Un jour, il m'a dit, tu sais, j'ai une histoire avec une vieille. Je dis, ah bon? Il me dit, elle a 45 ans. Je lui dis, super, j'en ai 60. Je vous dis pas ce qu'il m'a dit parce qu'on peut pas le dire à la télévision. Oui, non, mais il pouvait être très cruel. Moi, je l'ai rencontré qu'une fois pour l'interroger sur Pastorale américaine, qui est quand même le début d'une trilogie exceptionnelle. Et il m'avait dit, ça s'est pas très bien passé, mais peu importe. Mais il m'avait dit surtout, dites bien qu'on peut être écrivain et juif sans être un écrivain juif. Ah bah oui, c'était son truc. C'était son truc. J'ai publié un texte dans Le Monde où il disait, je ne suis pas un écrivain juif américain, je suis un écrivain tout court. Oui. Alors, là, il le dit, je suis juif et je suis écrivain, ça fait pas de moi un écrivain juif. Oui. C'est ce que disait Mauriac, et c'est ce que disait Graham Greene également, en disant je suis écrivain et catholique, ça ne fait pas de moi un écrivain catholique. Mais dans le cas de Philip Roth, qui a quand même beaucoup joué sur son admiration pour Saül Bellow et pour Bernard Malamud, on a eu tendance à en faire une école juive américaine. Et aussitôt, il disait non, mais ce n'est pas une école, il n'y a pas de groupe. C'est vrai que c'est pas une école. Mais enfin, c'est-à-dire, c'est un écrivain juif. Et puis le terreau de Philip Roth, c'est pas New York, mais c'est Newark, ouais.
de New Jersey. Ouais. Donc c'est peut-être un peu différent, même s'il a pas mal vécu à New York. Et puis le Brooklyn de Malamud aussi. Vous êtes du Bronx, hein, Alan Weiss. Oui, mais jusqu'à l'âge de 5 ans. Très peu. C'est presque Il est complètement très peu, paumé. il est très peu du Bronx. Pour le reste, c'est New York, c'est Manhattan. Ah bah non, c'est la banlieue très lointaine, à C'est-à-dire Long Island, et plus récemment Manhattan. Manhattan, c'est plus récent. Et vous l'avez lu en anglais, la bio? Non, j'ai lu en partie, parce que je l'ai reçu vendredi, donc, en français. En français? Oui, oui. Mais vous êtes lecteur de Philip Roth? Oui. Comme, je ne dis pas tout le monde, mais presque tout le monde auprès de moi, je l'ai découvert avec Portnoy et son complexe. Oui. Que vous n'avez pas cité, Josiane. Vous avez préféré commencer par une nouvelle qui avait fâché les gens, mais c'est quand même Portnoy et son complexe qui a fait hurler la communauté C'était- juive. Ah, mais je pense qu'elle a hurlé bien avant. Elle a Ah oui, hurlé. mais- oui, mais Ah là, non, c'était Mais un pas le livre. grand public. Elle, Ah, défenseur de la foi, ça a été terrible. Oui, mais c'est Et le New Yorker. la campagne de désabonnement et les rabbins qui montent, ça a été bien pire. Mais le livre a eu quand même un rayonnement. Oui, mais c'est là que ça a commencé. Le C'est là que ça a mauvais commencé. juif, ça a commencé là. Oui. Mais avec... Quand vous aviez lu Portnoy, vous pensiez que ça allait faire scandale? Ah oui, c'était évident. En fait, ça faisait déjà scandale, c'est pour ça qu'on le disait, en partie. oui. En partie pour les rapports, faut le dire, avec le judaïsme, cette image, c'était hilarant, c'était psychanalytiquement juste, on a tout compris. Mais vraiment, on a tout compris. Et ben c'est là où j'ai commencé, mais plus récemment, on peut en parler un peu après, c'était mon livre préféré de Roth, et si j'ai bien compris, le sien aussi, c'est Le théâtre de Ouais, Sabbath. c'est son livre préféré. Et là, j'ai lu plus récemment, après avoir commencé à entrer dans le monde des marionnettes et ben des oui. objets. Et pour moi, c'est un truc de génie. Mais moi, j'adore Opération Shylock aussi. Je trouve ça moi aussi, extraordinaire. c'est peut-être mon préféré. Moi, je crois que c'est mon Avec la préféré. tâche. Parce que le fait qu'il ait inventé un double qui s'appelait Philip Roth, je trouve ça extraordinaire. Mais à propos de Portnoy, justement, en 2013, pour ses 80 ans, finalement, il y a eu une cérémonie à la grande synagogue de New York. Et il avait été malade, il sortait de l'hôpital, il m'a dit, je peux pas y aller, tu me raconteras. Alors, 3 jours après, je suis venue lui raconter, je pense que je devais être la 5e personne qui lui racontait. Et donc, je lui ai raconté, je lui ai dit, alors tu vois, ils ont lu un extrait puis alors finalement, ils ont lu un extrait de Portnoy, enfin, pas ce qu'il y a de pire, mais quand même. Et là, il m'a dit, ah, l'homme! Bah oui. Je lui ai dit, bah oui, t'as gagné. Il me semble qu'il a accepté. 50 ans après. Il a lui-même proclamé qu'il regrettait avoir écrit Portnoy. Oui. C'est ce qui est indiqué dans cette Non, il l'a Ouais, dit, il l'a dit plusieurs fois parce que Portnoy, pour lui, c'est un malentendu. Ça lui a pourri la vie, ouais, entre ça lui a les pourri un lecteurs peu et la lui. vie. Mais en fait, je pense qu'il regrettait pas vraiment. Non, et puis de toute façon, Dieu il se dit fait j'aurais eu regretter. une étiquette d'écrivain très sérieux si je n'avais pas écrit Portnoy et j'aurais réussi pareillement. C'est pas sûr parce que ça a quand même lancé Oui, le bien bonhomme sûr. dans la société littéraire. Et Il regrettait pas vraiment, mais il fallait qu'il dise qu'il regrettait. quels étaient alors ces relations ou ces rapports avec le judaïsme, c'est très lointain, mais avec la judéité, avec sa judéité. Ouais, il disait que c'était culturel pour lui, culturel, absolument pas religieux, mais culturel, Oui. parce que souvent j'en ai parlé, je lui dis qu'est-ce que c'est qu'être juif si on n'y croit pas. Il dit c'est toute une culture, c'est toute une histoire, etc. Et ça j'y suis très attaché. Et pour lui, c'était fort. Oui, mais il m'avait dit, mais de toute façon, je serais toujours le mauvais juif. Et alors, je lui dis, non, faut pas exagérer. Maintenant, il y a eu le truc de la synagogue, mais il est vrai que j'ai des amis qui habitent dans le New Jersey, et ils ont un bulletin, ils sont juifs, ils ont un bulletin du New Jersey juif. Et donc, un jour, il m'envoie le truc. Et donc, il avait été fait, pas docteur honoris causa, mais enfin quelque chose d'équivalent par une institution d'enseignement juif très traditionnelle. Et alors, le compte-rendu, c'était donc, Philip Roth a dit ceci, cela, il a remercié, etc. Puis, la chute. Mais il a traversé tête nue une assemblée où tout le monde portait la kippa. Provocateur. Donc, je me suis toujours. dit, pour toujours. Enfin, en tout cas, dans cette biographie de Blake Bailey, on la recommande. Il faut la lire, Il faut la bien sûr, lire, il faut quand la même, lire. parce que les Y chez compris Gallimard, pour se poser les questions qu'il ne pose pas. Il faut la lire. ouais. Et puis et surtout, elle renvoie à la lecture de Philip Roth. J'espère. Donc, pour vous, c'est Opération Shylock. C'est sûr qu'elle en dit. Moi, ce Si passage. vous devez conseiller un roman de Philip Roth Moi, à je pense quelqu'un qui ne qu'il ne connaît faut pas pas, commencer par Opération Shylock. Moi, je pense qu'il ne faut pas commencer par un roman si on ne connaît pas Philip Roth. Il faut commencer par Patrimoine. alors patrimoine, très bien. De toute façon, on a l'embarras du choix parce que. Et pour vous, il faut commencer par quoi? C'est le théâtre de Sabbath.
Le théâtre de Sabbath et La Tâche, pourquoi pas? La Tâche. La Tâche, on peut. Ouais. En fait, je pense qu'à l'heure actuelle, tout est bien parce que tout est tellement délicieusement politiquement incorrect Ouais, c'est ça, c'est bien. que Oui. ça me Mais plaît. quand j'ai rencontré pour la première fois en 1992, j'ai essayé de lui parler du politiquement correct, justement. Et là, il m'a renvoyé dans les cordes. Il m'a dit, mais non, mais c'est rien du tout. C'est dans quelques universités américaines, c'est des petites histoires de rien du tout. C'est les Français qui pensent que tous les Américains sont puritains et c'est pas du tout ça. Et paf, 8 ans après, il écrit La Tâche. Donc il avait vu qu'il s'était passé quelque bien chose sûr. entre temps. Bien sûr. Alors, Alan S. Weiss, pour l'autobiographie de Teddy chez Gallimard, dans la dédicace que vous m'aviez adressée, Alan Weiss, vous écrivez « Ce Teddy qui fait le lien entre Walter Benjamin et nous en traçant le destin de la modernité. » Dites, c'est pas un peu beaucoup pour un ourson, fût-il un ourson juif? Oh, mais c'est pas n'importe quel ourson. Et attention, parce que c'est pas du tout sûr qu'il soit juif. Oui, ça je m'en doutais. Je m'en doutais un petit peu. Il est Alors, plutôt animiste. alors vous voulez pas nous le présenter? Teddy? Teddy. Oui. Oui, c'est une histoire un peu compliquée. C'est l'histoire du livre qui est l'histoire de Teddy et de moi. Et j'ai eu un peu le problème de Philip Roth parce que il y a une tendance de confondre le narrateur, qui me ressemble beaucoup, Quand même. Oui. Oui. et l'auteur, qui je suis. C'est pas exactement la même chose. Donc, il faut garder ça dans l'esprit. Mais il y a très longtemps, quand j'ai commencé ma thèse en philo, mon doctorat, j'ai découvert l'œuvre de Walter Benjamin. Et j'étais fanatique de son petit texte « Je déballe ma bibliothèque ». Et je me suis toujours dit, j'avais le projet depuis toujours de réécrire ce texte quand je déménage. Ce que je ne savais pas, c'est que j'attendrais 40-45 ans pour déménager. Alors, je l'ai fait. Ça fait à peu près 5-6 ans maintenant. Et en déménageant, bon, je commence à ranger, à emballer ma bibliothèque. J'ouvre une porte et puis un tiroir qui était sans doute fermé pendant 40 ans. Je commence à sortir les choses. Et qu'est-ce que je trouve? Teddy. Teddy. Teddy était là. Qui était là dans l'obscurité depuis 40 ans. Et en hibernation. Il était là. Et j'étais sidéré, mais absolument sidéré. Et le soir même, parce que j'étais crevé, j'emballais des trucs, c'était un travail immense. Une maison où on habite 40, 45, 50 ans, il faut imaginer ce qu'il y a là-dedans. Et dans la nuit, je ne pouvais pas dormir, j'ai commencé à écrire. Dans la nuit, j'ai écrit ce qui est devenu le premier chapitre sur cette découverte. Je l'ai publié. Et j'ai su tout de suite, c'était Teddy qui me poussait à écrire son autobiographie. Et ça, c'était le début. Vous l'avez reçu à quel âge? Teddy, on vous l'a offert? Oui, en fait, c'était ma mère qui m'a offert Teddy. On a discuté, elle est toujours vivante. En fait, la dédicace en français est à la mémoire de ma mère, mais en anglais, c'était à ma mère. Elle avait le livre dans ses mains, je lui ai lu des parties, et elle a vu la dédicace. Donc c'était ma mère. Elle ne se souvenait pas à quel âge, mais elle pensait que ça a dû être 3 ans probablement. 3 ans. Peut-être. C'est ce qu'on appelle un doudou. Oui. On dit ça aussi en anglais? Non, mais c'est un peu gros pour un doudou. Le doudou, c'est le machin qu'on... Le doudou, c'est ce qu'on peut tester, hein. Vous avez des doudous très impressionnants. Oui. Prenez le train, vous allez voir. Mais Teddy n'aime pas des appellations comme ça. Non. Teddy ne voyage pas. C'est un sédentaire. Hein. Ça, c'est un sédentaire. Il est linguistiquement très particulier. Il déteste ce mot. Et aussi, il n'aime pas, je dois dire tout de suite, il n'aime pas les analyses psychanalytiques. Parce qu'une fois, il m'a entendu parler de lui en tant qu'objet transitionnel, il était fou. Il n'aime pas beaucoup la psychologie, d'ailleurs. Il aime bien les choses. Oui, très. Parce que moi, je l'ai pas lu comme une autobiographie. Je l'ai lu comme. Pas seulement. J'ai pas confondu le narrateur et l'auteur. Je l'ai lu, au contraire, comme, grâce à Teddy, une manière de ruser avec une autobiographie, que ce soit pas des mémoires, que ce soit pas vos mémoires. Ce ne sont évidemment pas des mémoires, et ça ne porte pas le titre d'autobiographie de Alan, mais tout de même, il est partout dans ce livre. Le narrateur est partout. Oui, le narrateur. Oui.
Oui. Et parfois, les deux se confondent. Bien sûr, Parfois, oui. le narrateur ne sait pas s'il parle de lui ou de Bien Teddy. sûr, c'est ça qui est formidable. Oui. Mais Et parfois, c'est Teddy qui est vous, en fait. Il y a ce jeu toujours sur Teddy. c'est un livre qui est nourri de livres. Et évidemment, avant tout, les livres de Benjamin. Et il y a Italo Calvino aussi. Les passerelles, le livre des passages, bien sûr, mais tous les autres. Moi, j'ai beaucoup aimé que vous citiez plusieurs fois Italo Calvino, qui est quelqu'un qui est assez oublié, je trouve, et qui est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Et un autre auteur derrière, c'était Borges. Là, celui des labyrinthes, Oui. le Borges des labyrinthes. Vous dites que Teddy a des sentiments shakespeariens. Comment ça se passe pour un ourson? Il est parfois très cruel. Il est manifestement tragique. Tragique en soi dans son destin par rapport au narrateur, mais aussi tragique par rapport à l'histoire du siècle. Vous savez, on dit shakespearienne, c'est une métaphore très vaste, et Teddy est très petit. Et bon, il ne se voit pas petit, mais il est très très petit, il est comme ça. Donc je pense que c'est presque une antithèse, mais ça donne l'impression que Teddy a de lui-même. Alors vous dites c'est une condensation de moi-même, ce sont c'est constitué de fragments de mon âme, ce qui est quand même, vous engagez bien plus que ce qu'on en a dit, hein. C'est quand même très personnel. Vous avez publié l'autobiographie dans un chou farci. Dans un chou farci. C'est très ashkénaze, ça, non? Mais c'était plus culinaire. C'est très ashkénaze. C'était très culinaire. C'est votre passion, la gastronomie. Mais oui, c'est le chou farci, c'est quand même... Ce que j'ai essayé de faire, et là aussi dans ce livre, c'est une partie autobiographique. Et je commence avec le nom de mon père. Parce que mon père était juif hongrois. Il est venu aux États-Unis. De quelle ville? Il est né dans un petit bled pas loin de Tokaj qui s'appelle Idrani. Et on ne trouve même pas sur la carte, c'est 5 maisons. Et votre mère? Et puis, Pardon, excusez-moi. Mais il a déménagé, la famille a déménagé d'abord à Ench, après à Miskolc, et finalement, il a terminé la partie de sa vie en Hongrie à Budapest, et puis Mauthausen. Et ma mère, ça c'est un peu compliqué, elle est née à Niemenchen, c'est une petite ville en maintenant Lituanie, à cette époque-là c'était la Pologne, à côté de Vilnius, Vilno. Et puis aussi elle a vécu le ghetto de Vilno, et puis elle a été cachée pendant la guerre. elle n'a pas été déportée? Non. Je crois que vous vouliez parler du rapport de votre père avec le chou farci. C'était complexe, parce que c'était un livre où je voulais trianguler mes pays. Donc il y avait, là où je suis né, les États-Unis, où il y a énormément de chou farci, c'était le pays que j'ai choisi, la France, surtout le Massif central, qui est l'épicentre du chou farci en France. Et puis il y avait l'Europe de l'Est. Donc la Hongrie, surtout, et la Pologne, mais là, en Hongrie, c'est le plat national. Il existe, je ne sais pas combien de variantes. Et le bortsch. Oui. Avec le bortsch. Oui, ouais. Mais ça, c'est l'Ukraine. C'est l'Ukraine. Ça, si on veut penser symboliquement, c'est plutôt l'Ukraine. Mais la chose hallucinante, je voulais savoir ce que c'est. Et j'ai fait un peu la même chose dans Teddy. Je voulais savoir ce que c'est un chou farci. Donc, j'ai imaginé les aspects les plus importants. Bon, type de chou, type de farce, type de cuisson, etc. J'en ai eu, je pense, 7 ou 8 ou 9 aspects. J'ai fait la multiplication et j'arrive à 77 760 variantes de chou farci par rapport à ces 3 seuls pays. Parce que c'était les pays de ma biographie. Et donc ça, c'était la base où j'ai compris ce que c'est. Et à travers ça, j'ai commencé à vraiment, j'ai essayé de penser le chou farci, pas seulement manger. Et chez Teddy, c'est un peu la même chose, mais l'inverse. C'est-à-dire, je voulais savoir qui est Teddy. Mais Teddy, il a
il cache ses qualités, il cache son passé, il ne veut pas parler de son passé. Et évidemment, là, c'était la situation par rapport à la Shoah et mes parents. C'était très courant, la première génération des survivants, les parents ne parlaient pas de la Shoah. Et moi, la première fois j'ai eu leurs histoires, c'était quand j'ai commencé ma thèse en philo. J'avais 21, 22 ans. Pas avant. Je ne savais rien. Bon, je savais par les livres, mais pas par eux. Et ils ne voulaient jamais en parler, sauf à moi. Et ils vous parlaient en hongrois? Non. Ou yiddish, ou une langue du Non, mais c'est ça dans les choses hallucinantes. Ma mère parlait 6, 7, 8 langues, mon père peut-être 3, 4, mais quand ils sont venus aux États-Unis, ils voulaient parler anglais. Ah oui. Et donc, je n'ai appris aucune de leurs langues, ils ne voulaient pas. Mais quand j'étais petit, jusqu'à la petite école, je parlais anglais avec un accent très fort de l'Europe de l'Est, que j'ai essayé évidemment. Après, j'ai essayé de complètement gommer, c'était très gênant. Mais c'est ce que disait Philippe Roth aussi. Et il ne parlait pas. C'est ce que dit Philippe Roth sur il me dit, je ne pouvais pas parler à mes grands-parents parce qu'ils ne parlaient pas l'anglais, et que moi, mes parents, c'était, il faut devenir américain, il faut parler l'anglais. Il faut parler anglais. Et ni l'un ni l'autre parlaient français. Donc, comme par hasard, j'ai choisi une langue qu'ils ne pouvaient pas parler. On a tous un nom qui est notre ambassadeur, qui nous révèle ou nous trahit, ça dépend. Weiss, en allemand, c'est à la fois la blancheur et le savoir. Oui. Pour vous, ça a compté pour vous? Ça, bon, il y avait plein de plaisanteries. Par exemple, quand j'ai commencé à aller en Allemagne, surtout à Berlin, j'ai fait beaucoup de choses. Ma bière préférée, c'était Hefeweiss. Alors, et j'ai pas remarqué. Et une amie m'a dit, mais écoute, quand même. Donc oui, c'était toujours là, mais la première fois où j'y pensais, où je l'ai écrit, c'était dans Teddy. Est-ce que Teddy parle le français? Il parle très peu. Ça, j'y pensais parce que je suis très content de la traduction. Très, très content. Et de Jean-François Alain. Oui. Remarquable. Oui. Très content. On a un peu travaillé ensemble. J'en ai profité pour faire des petites corrections par rapport à l'anglais. En fait, je pense que je peux dire que j'aime mieux la version française que la version originale. Donc, c'est très chic. Alors, il y a, entre autres choses, dans ce livre, qui est vraiment délicieux, exquis, une très belle écriture, il y a notamment la liste, enfin le début, la liste de vos 100 livres essentiels. Surtout pas le livre qu'on emmène sur une île déserte, mais les 100 livres essentiels. Et en troisième position, vous avez mis les récits chassidiques de Martin Buber. Oui. C'est une lecture importante pour vous? Ça a été important. C'était très important quand j'ai commencé. Bon, il y avait ça d'un côté, et de l'autre côté, Gershom Scholem. Tout ce qu'il a fait sur le mysticisme juif. Et un peu après, c'était Moshe Idel, beaucoup moins connu. Sur la Kabbale. Sur le Kabbale, mais qui montrait le côté qui a été refoulé par Scholem, le côté magique. On ne veut pas entendre, un peu comme dans l'Église catholique, on ne veut pas entendre parler du côté magique, des médaillons, des rites et tout ça. Parce qu'on associe la pensée magique à la superstition. Exactement. Exactement. Et depuis au moins le 19e siècle, la religion, surtout le catholicisme et le judaïsme, est devenu pour beaucoup de monde idéaliste, rationalisé. Et donc, ces trois auteurs m'étaient très importants. À l'époque, il y a très longtemps, il y a 40 ans à peu près, même plus, 50, quand j'ai découvert Kafka. C'était essentiel pour ma compréhension de Kafka. Et donc, les récits chassidiques de Buber, j'ai trouvé un lignage entre ça et Kafka, et allant beaucoup plus loin par rapport au mysticisme Merkaba. Parce que la question avec les portes qui donnent sur des autres portes et tout ça, en fait, c'est l'image du ciel, du château au ciel, dans le mysticisme. Donc, c'était très important pour moi. Récemment, vers l'âge de 50, je me suis dit, je vais relire
des livres qui étaient importants pour moi. Donc j'ai relu 2 fois La Recherche de Proust, des choses vraiment essentielles. Et je rélu les récits chassidiques. J'étais un peu, je peux pas dire déçu, c'est un truc extraordinaire, mais le côté, comment dirais-je, il y avait un côté théologique de happy ending dans chaque récit que je trouvais au niveau littéraire, parce que aussi c'est une littérature extraordinaire, que j'ai trouvé. Chaque récit, il y a un happy ending. Ça tourne toujours bien, même dans la tragédie, même dans la théologie, et j'étais un peu déçu par ça. Et je me demande, parce que je ne lis pas ni le hébreu ni le yiddish, et je me demande si c'est l'effet du choix de l'édition de Martin Buber, ou si tous les récits sont sous cette forme, puis ça serait compréhensible quand même. Alors, il y a beaucoup d'autres livres, mais j'ai noté quand même une certaine passion pour Rilke, dès l'épigraphe du livre. Vous citez un extrait des Élégies de Douino, et dès l'épigraphe du premier chapitre, sur un autre livre de Rilke, vous le citez également. Est-ce que vous saviez que Barbara, la chanteuse Barbara, a enregistré les lettres à un jeune poète? Non, je ne savais pas. Vous aimez Barbara? Vous la connaissez? Je l'adore. C'est vrai? Il n'y a que des fans ici. Oui, il n'y a que des fans. C'est incroyable. Il ne parle pas de Barbara dans ce livre, mais il parle de beaucoup d'autres choses qui sont passionnantes, et c'est un livre d'une écriture merveilleux, étincelante. Ouais. L'autobiographie de Teddy chez Gallimard. Alors Ben, vous l'aimez, hein. Et Rilke, c'est un peu le pont entre les deux. Alors j'ai trouvé ça enregistrement. Et Barbara elle-même a dédicacé la cassette des lettres à un jeune poète qui était paru aux éditions des Femmes en 1991 chez Delamain, au centre de Paris. Et moi je passais par hasard ce jour-là à cet endroit-là, j'ai vu une queue comme je n'avais jamais vue dans une librairie. J'ai jeté une tête et j'ai vu Barbara très très studieuse dédicacer ces petits CD, à l'époque c'était des cassettes parues aux éditions des Femmes. Alors Barbara paraît donc l'intégrale des chansons, une nouvelle édition augmentée aux éditions de l'Archipel que vous dirigez, que vous avez créée, Jean-Daniel Belfond. Vous êtes un passionné de chansons françaises, mais Barbara c'est à part. J'ai l'impression, parce que vous avez développé un lien d'amitié. Oui. En plus de l'admiration. Le premier récital auquel vous avez assisté, c'est vraiment à Tel Aviv? Alors, non. Moi, j'ai vu quand elle est passée à Pantin, c'est un passage mythique dans sa vie, c'est 1981. On voit que Jean-Daniel est jeune. Oui. J'ai vu pour la première fois Barbara en 1969. Oui. Voilà, à l'Olympia, voilà. Et puis, certains l'ont vu à l'Écluse, à la fin des années 50. Ils ne sont plus là. Voilà, quand même. Il y en a quelques-uns encore. Quand même, je pouvais pas. Malgré mon grand âge. J'ai développé très vite une passion à l'heure où mes camarades se passionnaient pour les Beatles ou pour Claude François. J'osais pas dire que j'étais passionné de Barbara parce que tout le monde aurait ri. Ça aurait fait rire. Mais vous l'avez entendu en récital. Et donc, en 1988, je fais le tour sac à dos d'Israël pour découvrir le pays. Et arrivant à Tel Aviv, je vois affiche Barbara qui se produit 2 jours après dans un théâtre de la ville. Donc je prends ma place et j'avais essayé désespérément de la rencontrer parce que 3 ans auparavant, en janvier 85, j'avais publié le premier dossier sur Barbara dans Paroles et Musique, qui était le mensuel de la chanson française. Et on avait tout fait pour essayer de la rencontrer et on s'était heurté au mur de son impresario, Charlie Marouani, qui l'a protégé. Il fallait pas passer par. Il y avait un autre chemin. Moi, je lui dois une reconnaissance éternelle, en plus, comme journaliste à Barbara, parce que j'étais à l'école de journalisme, et il y avait un faux journal, comme vous savez. Oui. Et il fallait faire un entretien. Et j'ai dit, je veux faire Barbara. On m'a dit, tu n'y arriveras jamais. Elle a accepté. Et finalement, elle m'a donné rendez-vous à Marseille en se disant peut-être elle va pas le faire la petite. Et paf, j'ai pris le train, je suis allée à Marseille et elle a été absolument délicieuse avec moi. C'était quelle année ça? C'était 1976. Est-ce que vous avez parlé avec elle le jour de ce récital où vous l'avez rencontrée? Non seulement je l'ai rencontrée, mais dans les théâtres à Tel Aviv, on pouvait louer des jumelles à l'entrée, ce que je n'ai jamais vu en France. Et donc j'ai passé le récital 2 heures avec Barbara à portée de main, c'est-à-dire en gros plan. Ça ne se fait pas en France. C'est terrible. Je sais pas si ça se fait aux États-Unis, de louer des jumelles à l'entrée. Donc j'étais au Nirvana, c'était formidable. Et je suis allé la voir après. Est-ce qu'elle vous a parlé de cette présence en Israël? Eh ben en fait, je lui ai dit, je suis l'auteur de ce fameux dossier, j'ai pas réussi à vous rencontrer, je suis ravi de vous rencontrer. Et elle m'a dit cette chose merveilleuse, elle m'a dit,
vous viendrez chez moi après ci, on dînera devant le feu de bois. Et je l'ai cru, ça n'a jamais eu lieu, mais je l'ai cru et c'est une des rencontres les plus extraordinaires. Ça aurait pu avoir lieu. Ça aurait pu avoir lieu. Oh oui, ça aurait pu avoir lieu. Mais elle dégageait un magnétisme extraordinaire. Elle était grande de taille. Ça a toujours été une star en fait. Je vous disais tout à l'heure que dans le communiqué de presse du livre, erreur, ouais. J'avais été un peu choquée de voir qu'on disait qu'elle était devenue une star dans les années 80 après Pantin et Lily Passion. Et moi, je pense que quand je l'ai vue en 69, elle commençait à être une star. À l'Olympia 78, elle était une vraie star. Et il y a eu un film de François Reichenbach d'ailleurs sur cette Olympia 78. Mais je pense que comme personnalité, elle était une star d'emblée. Je pense qu'à l'Écluse, elle était déjà une star. Déjà une star, c'est-à-dire que en 1967, elle a tellement de succès qu'elle veut mourir. C'est-à-dire qu'elle a jamais été si mal que lorsqu'elle éclate, lorsqu'elle devient une star, lorsque les jeunes filles viennent se coucher sur son paillasson rue Rémusat. Donc elle suscite tout de suite une extrême passion. Et pourquoi ? Parce que ces chansons dégagent une énorme émotion. Alors ces chansons, on peut les lire dans ce recueil. Les écouter, c'est une chose, mais lire, on prend le temps de revenir, de décortiquer les choses différemment que quand on écoute. Alors justement, c'est une vraie question, parce que avant que ce livre n'existe, j'ai eu Barbara en ligne et j'ai essayé de la convaincre de réunir ces chansons dans un recueil. Et elle m'a dit non. Elle m'a dit non, mes chansons n'en valent pas la peine. Et longtemps, j'ai réfléchi, j'ai essayé de comprendre pourquoi elle avait dit ça. Et après, j'ai compris. Parce que quand on regarde la simplicité, l'émotion de sa poésie, et qu'on regarde, par exemple, un Brassens, où chaque vers a une rime très riche, tout est très élaboré, elle a cru qu'elle ne tiendrait pas la comparaison avec Brel, Ferré, Brassens, et je crois que c'est pour ça qu'elle voulait pas. Il y a aussi une autre raison, probablement, c'est qu'elle a toujours écrit ses chansons en ayant la musique dans l'oreille, la musique de ses chansons. Elle n'a jamais séparé paroles et musique. Exactement, et d'ailleurs, elle refusait de son vivant qu'on écrive sur elle. De son vivant, il n'y a eu que 2 livres. Hein. Il y a eu le Jacques Tournier dans la collection Segers, et puis sa secrétaire Marie Schex en a fait un. Et donc, quiconque essayait de faire une biographie se voyait heurter à un refus absolu. Alors, pourquoi ? Et ce que je trouve très bien dans le livre de Jean Daniel, que publie Jean Daniel, c'est que il restitue aussi. Elle n'a pas écrit toutes ses chansons elle-même, et vous restituez toujours les autres auteurs. Moi, j'avais été un peu choquée parce qu'elle a fait un disque magnifique avec François Vertemer, et pendant plusieurs ans, parce que j'ai vu peut-être presque 100 fois Barbara sur scène. Bon, et pendant un temps, après qu'elle avait fini Marienbad et tout, elle disait c'est une chanson de François Vertemer. Puis un beau jour, ça c'est La Louve en 74. Oui. C'est un album très singulier, oui. Moi, je l'aime avec beaucoup. un vocabulaire dans les chansons qui n'existe pas ailleurs. C'est vraiment. Parce que François Vertemer manie les mots différemment, mais Voilà. Marienbad c'est une chanson C'est magnifique. merveilleux. L'enfant laboureur c'est très beau aussi. Et tout est dans ce livre. Alors, c'est magique. On dit toujours Barbara, c'est le mystère. Hein. Bon, c'est même un lieu commun. N'empêche qu'il y a des choses mystérieuses. Pour moi, qui ne suis pas, contrairement à vous, un spécialiste de Barbara, c'est quelque chose comme un point aveugle dans sa vie, qui est sa judéité. Elle n'en parle pas. Alors, toutes ses chansons sont autobiographiques. Toutes ses chansons sont des chansons d'amour. Ben, mon enfance en parle. Alors, justement, on va en parler de mon enfance. Alors, effectivement, Barbara est juive. Sa mère s'appelle Esther Brodsky. Elle est originaire d'Ukraine. De Moldavie. J'ai regardé l'endroit, c'est la petite ville où est né le fameux rabbin Nartman. C'est Tiraspol. Voilà. Voilà. Et son père s'appelle Jacques Serf, et c'est une famille juive alsacienne. Donc le père est représentant en fourrure, la mère est employée administrative, et la grand-mère. Et la grand-mère Varvara, maternelle. Voilà. Bon, elle aurait eu pour surnom Varvara, d'où le nom de Barbara. Ça n'a pas été vraiment prouvé, mais on le lit beaucoup dans certains livres. Et quand même, pour quelqu'un qui semble, enfin on va en parler, avoir mis à distance sa judéité, à ses tout débuts, elle prend pour pseudonyme Barbara Brody. Brody. Pas loin de Brodsky, pas loin. Oui. C'est pas loin. C'est pas loin. C'est comme un hommage. Esther, sa mère, lui avait dit « Tu ne dis jamais que tu es juive ». Pourquoi ? Parce que durant toute la guerre, ils ont fui. D'abord en zone sud, et puis ils ont parfois manqué d'être arrêtés à quelques heures. Ils ont fui de ville en ville, et Barbara ne comprenait pas ce que ça voulait dire être juive. Elle n'arrivait pas à comprendre. Mais ils ont déménagé un nombre de fois incalculable entre 1940 et 1944, mais ils ont été saufs. Ils n'ont jamais été saufs. Mais Barbara a souvent dit dans des interviews
quand on frappe à ma porte, je cours sous l'escalier. Elle avait gardé des traumatismes et d'autres traumatismes qu'elle a révélés dans ses mémoires posthumes. Oui. Mais alors justement, c'est que peut-être que ce point aveugle s'explique par le fait que en 1943, elle a 10 ans et demi ou 11 ans, c'est à la fois la nuit noire de l'occupation et c'est aussi la nuit noire, à titre personnel, d'une enfant qui est abusée par son père. C'est ça, c'est tard, de début 42. Mais c'est dans ses chansons. Elle le dit dans deux chansons. Au cœur de la nuit, c'est absolument ça. Ouais. Et la judéité, c'est vrai qu'elle n'en parle pas ouvertement, mais dans mon enfance, on voit bien que c'est une enfance dans la guerre et que c'est une enfance. Chanson. Oui. Mon enfance, c'est une Oui, chanson chanson sur des centaines. Je suis pas sûr qu'on trouve la judéité dans mon enfance. On sait que c'est une enfance dans la guerre, en tout cas. Voilà, ça, c'est une enfance dans la guerre, mais la judéité, je l'ai pas identifiée dans cette chanson. Parce que mon enfance, c'est en 1968, qui est écrit à la suite d'un retour à Saint-Marcelin, en Isère, où elle avait été cachée, cachée, oui. Elle a passé plusieurs mois là-bas. Plusieurs mois. On voit bien que c'est une histoire d'enfant caché, mon enfance, quand même. C'est aussi, c'est aussi l'inceste, hein. C'est pour ça que je crois pas que c'est l'inceste, c'est au cœur de la nuit, l'inceste. Tout ce qui est, mais pas que, hein. Pas que. C'est dans d'autres choses. En le lisant, on s'aperçoit on ne devrait jamais revenir au temps béni des souvenirs. Oui. Mais il dit également au cœur de la nuit, moi qui ne me souviens jamais d'un passé qui m'importune. Ben oui, c'est ça. Ouais. Donc qu'elle met toujours à distance. C'est assez extraordinaire qu'à la fin de sa vie, elle ait entrepris ce travail d'autobiographie parce que ça lui ressemble tellement peu de lever le voile sur son. Mais elle n'a pas pu terminer, c'est ça qui est terrible. Quand en 84, j'ai entrepris de reconstituer sa vie, il n'y avait rien sur elle, mais rien. Et que des bouts, on savait qu'à 20 ans, elle était partie en Belgique, mais on ne savait pas vraiment ce qui s'était passé. Et alors elle, il était même pas concevable qu'elle parle de son passé. Mon enfance, 1968, la guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux, je crois. Au temps joli de leur enfance, la guerre nous avait jetés là, nous vivions comme des hors-la-loi. Ça veut dire beaucoup de choses. Oui. Ce qui me frappe, c'est que finalement, elle a beau mettre à distance son héritage juif, on le retrouve tout de même dans son inquiétude, dans ses angoisses et dans l'intranquillité. Vous ne croyez pas ? Alors ça, ce sont peut-être justement des qualités ou des traits de personnalité qu'on peut assimiler à des personnalités qui font partie de la communauté. Je suis pas capable d'analyser très bien, mais ce qui est certain, c'est que des hommes politiques israéliens lui ont proposé durant sa carrière de prendre parti, de prendre position. Elle s'est toujours refusée à parler de ça publiquement. On n'a pas d'interview, sauf erreur, où elle évoque sa judéité. Et là, ou alors elle a esquivé, mais je suis pas sûr qu'on l'ait tellement interrogée sur cette question-là. Göttingen, qui est un texte sur la réconciliation, ça en dit long aussi. Non, franco-allemande. Alors oui, mais on voit très bien quand elle voulait pas aller en Allemagne. Oui. Il y avait un blocage par rapport à l'Allemagne. Et elle a chanté en allemand. Il y avait un jeune fan qui était un Allemand qui était fou d'elle et qui lui a dit venez, on va faire un spectacle à Göttingen. Elle est partie à contre-cœur. Et elle a reçu un tel accueil chaleureux qu'elle a créé sur place, le dernier soir, cette fameuse chanson. Oui, après elle l'a chantée en allemand. Qu'elle a chantée. En 67, elle enregistre, alors là, tout un disque en allemand, et elle n'était pas douée du tout pour les langues. C'était terrible. Elle a dû, ils ont dû découper seconde par seconde parce que elle n'y arrivait pas. Mais le disque est terrible, le disque est terrible, et je crois que psychanalytiquement, elle a voulu faire un truc qui était contre nature. Quelque somme, mais et cette chanson de Göttingen est devenue l'hymne de la réconciliation franco-allemande au point que 40 ans après la fameuse poignée de main de Gaulle-Adenauer, donc 1963, les accords d'amitié franco-allemand, en 2003, Helmut Kohl chante 2 strophes de la chanson en hommage à Barbara. Mais quand même, c'est pas les strophes où elle parle du temps du sang et de la haine. Oui. Il faut voir lesquels. Jean-Noël, vous dites qu'elle n'a jamais rien dit, mais ça, par exemple, elle l'a dit clairement qu'elle voulait pas aller en Allemagne, que c'était à cause des cicatrices de la guerre, etc. C'était quand même clair, ça, elle l'a dit dans plusieurs entretiens. Mais malgré tout, ce voyage est resté dans les mémoires, et le maire de Göttingen fleurit sa tombe chaque année. Enfin, c'est devenu une personnalité franco-allemande. Les Allemands l'ont fait leur aussi. Mais est-ce que ça ne vous trouble pas, vous, que justement ce soit cette judaïté qu'elle ne veuille pas en parler, je veux dire, ni vraiment la chanter,
est-ce que ce n'est pas justement, pour elle, est-ce que ce n'est pas resté un problème? Je sais pas, il faudrait lui demander. Hein. Alors, non, mais vous qui l'avez suivi. Elle ne veut pas être singularisée juive. Non, elle veut parler à tout le monde. C'est vraiment une préoccupation. Mais je pense que quand sa mère lui dit, tu ne dis pas que tu es juive, enfant, peut-être quelque chose en est resté adulte aussi. Et in fine, elle est enterrée au cimetière de Bagneux parisien, dans le carré israélite. Dans la tombe familiale. La tombe familiale, qui est un caveau, où il y a une quinzaine de personnes, avec en très, très grand marqué famille Brodsky. Avec sa chère mère Esther, qu'elle adorait, et qui vivait à côté d'elle, à Rémusat. Cette femme, Barbara, Monique Cerf, de son vrai nom, qui a donc tout le temps mis à distance cette judéité pour un certain nombre de raisons, se retrouve pour l'éternité dans une tombe. Non seulement il y a marqué famille Brodsky, mais il y a une grande étoile de David. Ce qui prouve qu'elle n'a pas été comme Philippe Roth. Elle voulait pas être une chanteuse juive, mais elle est quand même dans sa vie. Mais son père est dans une fosse commune à Nantes. Eh oui. Josiane, quelle est votre chanson préférée? Ma chanson préférée. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. D'abord, du côté comique, il y a Mes Insomnies, parce que on fait toujours de Barbara un personnage tragique, mais elle avait un humour incroyable. Elle était très drôle. Mes Insomnies, c'est une chanson sur le fait qu'elle a failli mourir parce qu'elle avait pris trop de pilules. Mais il y a évidemment cette chanson magique qui s'appelle Drouot, qui est quand même une chanson magnifique sur la salle des ventes. C'est bouleversante. C'est absolument bouleversant. Barbara adorait chiner et aller à Drouot. Mais j'aime beaucoup des chansons moins connues aussi, comme À chaque fois, par exemple, c'est très beau. Le temps des lilas, c'est magnifique aussi. Vous les connaissez par cœur? J'en sais un certain nombre encore, oui. Vous voulez en Ça me chanter revient. une? Ah non, je chante trop mal. Non, je ne suis pas Barbara. Alan Weiss? En fait, j'aime tellement sa voix toute seule que tout Oui, ce qu'elle elle peut chante. faire la la la. Elle peut faire la la la. Oui. Elle fait D'ailleurs, souvent. elle l'a fait Elle parfois. fait souvent. S'il fallait choisir, à mon avis, chaque jour, j'aurais une réponse différente. Mais s'il fallait choisir aujourd'hui, je dirais Pierre, dans la version où il y a Michel Portal en saxo qui joue le obligato derrière. C'est magnifique. Et ça se trouve sur YouTube. Et Pierre est son chauffeur. C'est un homme qui a joué un rôle important dans sa vie. Et vous, Jean-Daniel Belfond? Eh ben, allons-y pour Vienne. Ah, Vienne, j'adore aussi, oui. En fait, chacun de vos choix parle de vous. C'est sûr. Vous vous trahissez. À chaque fois, ça parle de moi, vous croyez? De toute façon, qu'on le veuille ou non. Alors bon, merci. Vous allez réagir aussi peut-être sur mes coups de cœur ou anti-coups de cœur, comme il est de tradition dans cette émission. Le premier, puisqu'on reste dans la biographie, puisque c'est le thème de notre rencontre, le premier, c'est plutôt un anti-coup de cœur. En fait, c'est une déception. Parce que Stefan Zweig, c'est une biographie qui lui est consacrée par Mathilde Descartes et Pierre Vallot. Stefan Zweig, l'impossible renoncement. C'est une déception à la fois vis-à-vis de Zweig et vis-à-vis de cette biographie. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Je l'ai pas lu. Non, personne ne l'a lu. C'est paru récemment. Bon, d'abord, ce qui est décevant, c'est que l'écriture est très lourde. Et ça, c'est quand même gênant. Surtout quand on vient de lire certaines biographies récentes. Peut-être même le Thomas Mann, le Thomas Mann qui est paru récemment. De Colm-Toibin. De Colm-Toibin, qui est une sorte de biographie. C'est pas exactement un roman biographique, qui est très écrit. Et là, c'est la lourdeur universitaire, c'est très dommage. Mais surtout, ce qui est gênant, c'est le projet lui-même. Parce que les auteurs échouent à montrer tout le côté négatif de Zweig, à savoir sa faiblesse, sa vulnérabilité, et son hantise de se compromettre, sa neutralité, y compris la neutralité en temps de guerre. Encore, ce côté, pas seulement au-dessus du volcan, mais comme Romain Rolland disait, au-dessus des vagues et au-dessus du tumulte. Bon, en 14-18, c'est une chose, mais en 39-45, il était très concerné dès le début des années 30, et il a toujours renvoyé ceux qui venaient le voir, comme Klaus Mann et d'autres, en lui disant « engagez-vous ». C'était quand même l'écrivain le plus lu. C'est un best-seller inouï, Stefan Zweig, pour ses nouvelles, puisque c'est un romancier assez économe, mais c'est un novelliste très très abondant et un portraitiste. Ce qu'on en sort finalement, ce qu'on en retire, c'est sa lâcheté, son immobilisme, son incapacité à s'engager. Il y a un film qui le montre très bien, c'est Adieu l'Europe,
de Maria Schrader. Je ne sais pas si vous avez vu ça il y a quelques années sur Zweig en exil, notamment à New York. Et tout le monde vient le voir, les gens du Pen Club, en disant on est tous des antifascistes allemands exilés, on vient vous voir, prenez la parole. Il dit non, je préfère rester de mon côté. Et ça, ce qui est dommage, ça n'apparaît pas dans la biographie. Non, le peu qui apparaît n'est pas critiqué, n'est pas contextualisé ni critiqué. Et c'est dommage. Et pareillement pour le style de Zweig. Parce que vous savez qu'il y a un mystère, c'est que Zweig a un succès considérable en France. Il y a une vraie passion française de Stefan Zweig depuis très longtemps, alors qu'en Allemagne et en Autriche, on le considère comme un écrivain de deuxième catégorie. Mon père l'a relancé en retraduisant Le Monde d'hier dans les années, qui est son fin grand des années livre, 70. qui est son grand livre, qui reste son grand livre aujourd'hui. Mais à côté du Monde d'hier, beaucoup de choses qui ne tiennent pas la route. Il est notamment comparé sur le plan du style à Thomas Mann, à Arthur Schnitzler, à Robert Musil, à Joseph Roth, qui sont considérés comme bien au-dessus. Or, en France, pas du tout. Il y a une raison, mais dont il ne parle pas, c'est que les traducteurs, en Europe, mais surtout en France, les traducteurs de Zweig ont pris sur eux de l'embellir. C'est vrai ? Absolument. Jean-Pierre Lefebvre et d'autres ont expliqué ça dans un colloque un jour. Ils ont pris cette liberté parce qu'ils disent aussi non, le lexique et la syntaxe de Zweig sont assez pauvres. Donc du coup, il est meilleur en français. Il est meilleur en français. Mais moi, ce qui me frappe surtout, c'est cette autre neutralité. C'est cette neutralité qui me frappe et que je trouve dommage. Et surtout, il n'était pas là pour contrôler Zweig, donc on pouvait y aller. Non. Alors, en revanche, ça, c'est un vrai coup de cœur. Ça, c'est un vrai coup de cœur. J'ai adoré ce livre. Donc, c'est la biographie de Susan Sontag par Benjamin Moser, qui est traduit de l'anglais par Cécile Roche et qui vient de paraître chez Bourgois. Alors, un livre aussi qui fait 1000 pages. Oui, je suis désolé, aussi, mais 900. Bon, il se trouve qu'elle admirait beaucoup Philip Roth. Je sais. Ils étaient très liés. Elle était même à son enterrement, ce qui est quand même un privilège. Moi, j'ai un faible pour elle, pour Susan Sontag, parce que je l'ai rencontrée plusieurs fois. Et surtout parce que je suis frappé. Alors, c'est pas les romans, parce que franchement, les rares romans qu'elle a écrits, vaut mieux pas en parler. C'est une erreur. Mais les essais, la maladie comme métaphore, de la photographie ou sur la douleur, c'est exceptionnel. Et puis, les articles. Surtout, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai l'impression que Susan Sontag était la dernière, en tout cas de son temps, la grande star du milieu littéraire, la star intellectuelle. Je ne sais pas si aujourd'hui, on peut dire qu'il y a aux États-Unis une star intellectuelle de cette envergure. Alors peut-être Judith Butler ou d'autres comme elle. Pas à ce niveau. Non. Pas à ce niveau. Non, je crois pas. Et ça Benjamin Moser lui rend justice. D'abord parce que c'est très très bien écrit, et ensuite parce que il a vu tout le monde. Ouais. Il a vu les adversaires aussi. Lui, il a fait le travail. Lui, il a fait le job. Hein. Ah ouais, il a fait. Il a vu les adversaires et puis évidemment les admirateurs. C'est merveilleux de pouvoir faire encore une biographie de 1200 pages. Et oui, mais il faut en profiter tant que c'est encore possible. Tant que ça pose, il y a des éclairages. Et le français, ça chasse, donc ça fait toujours plus gros en français. C'est ça qui il y a des éclairages auxquels on ne pense pas quand on connaît son œuvre et qu'il révèle, par exemple, c'est justement la révélation qu'elle a eue à 12 ans dans une librairie. Elle a vu pour la première fois de sa vie des photos de la Shoah. Enfin, de la Shoah. Des rescapés de la Shoah qui sortaient des camps. Ça a été un choc et, dit-il, à partir de ce moment-là, de livre en livre, jusqu'à la fin de sa vie, elle s'est interrogée sur la capacité de représentation et d'endurance à la douleur. C'est né de là. Et il l'explique, évidemment, moi je le résume un peu rapidement. C'était vraiment une icône. Alors ce qui me frappe aussi, c'est que, dit-il, son homosexualité, elle a écrit dessus, mais elle n'en parle jamais en public. Comme si c'était pas un tabou, mais très souvent on lui pose des questions, dans des interviews, mais aussi dans des prises de parole, des conférences, des colloques, etc. Elle refuse. Alors que, bon, tout le monde, enfin, c'était pas un secret. Mais oui, mais cette manie qu'ont les gens de vouloir que les gens se confessent en public. Parce que moi, je trouve ça détestable. On parle aussi de Marguerite Yourcenar, on lui a beaucoup reproché de ne pas avoir brandi un truc en disant je suis lesbienne. Mais moi, je trouve que la capacité de dire va de pair avec le désir aussi de se taire, si on veut. Moi, je suis très contente que des gens puissent dire, mais aussi très contente que des gens puissent se taire. Même si ça ne va pas de pair avec l'écriture, parce que, à la limite, elle l'a écrit. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil.
comme disait Sioran, encore lui, il faudrait écrire pour dire des choses qu'on n'oserait confier à personne. Et finalement, c'est un peu ce qu'il fait. Et je signale que ce livre donc a reçu le prix Pulitzer. Oui, il faut le lire. Et l'édition française est très belle. Il faut le lire. Avec des photographies incrustées, puisque la photographie pourrait être... Moi, j'ai pas encore vu l'édition française, très important. J'ai l'édition américaine et c'est vraiment très très bien. Alors voilà, on va se quitter. Mais vous savez, on va se quitter quand même en chanson. Et puis avec Teddy. Avec Teddy. Avec Göttingen et pourquoi pas en allemand. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Merci. Sans faute. Sans faute. Gewiss, dort gibt es keine Szene und auch den Ball nicht von Vincennes. Da gäb's viel was zu sagen blieben. Von Göttingen, Paris besingt man immer wieder. Von Göttingen gibt's keine Lieder und dabei blüht auch noch die Liebe. In Göttingen, mir scheint, wir sind weichschlechte Kenner. In puncto Frankreichs große Männer, als Hermann Zelger, Fritz und Hans. In Göttingen. Ihr spielte auch ganz ohne Frage das Märchen unserer Kindertage. Es war einmal ja vorbekannt in Göttingen. Gewiss, dort gibt es keine Szene und auch den Wald nicht von Vincennes. Dort sah ich nur so schöne Rosen in Göttingen.